Bonjour à toutes et à tous. Nous allons passer 45 minutes ensemble autour d'un thème qui nous donne des raisons d'espérer. C'est la connaissance, la science et en particulier sa diffusion. La transmission également des savoirs, vous allez voir. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, la connaissance, on va dire, est exponentielle et disponible un petit peu sur plusieurs modes, disons, de diffusion, à savoir, et là, on vous met également sur écran, des modes plus dynamique, on va dire, que ce que l'école et l'université peuvent proposer, à savoir aujourd'hui, vous avez des blogs, vous avez des youtubeurs, des influenceurs également qui se lancent dans la vulgarisation ou la diffusion de la connaissance. Et l'école et l'université ne sont plus donc ces seuls canaux que nous avions autrefois pour avoir en direct, on va dire, avec des enseignants, une diffusion, une propagation, on va dire également, de ces savoirs. En revanche, la construction de la pensée, du raisonnement, le fait d'exercer, d'aiguiser également, d'aiguiser l'esprit critique, c'est quand même tout de même l'école, l'université qui permet de pouvoir s'emparer des connaissances, de pouvoir les jauger, les juger également, savoir si oui ou non. Ce que l'on nous dit est quelque chose qui peut être vérifié. Donc l'université aussi a fait un pas vers cette diffusion du savoir. On a la possibilité également aujourd'hui d'avoir des podcasts. On fait ce qu'on appelle des MOOC, c'est-à-dire une sorte de petite vidéo où on explique également les apprentissages, les connaissances que l'on peut diffuser. Donc il y a des vecteurs aujourd'hui publics de l'université. Et les chercheurs, les chercheuses ont aussi à cœur de transmettre, d'aller vers le grand public, comme on dit, à la fois par le biais de conférences qui peuvent être faites dans le cadre de médiathèques, par exemple, dans le cadre associatif aussi. On a également des chercheurs qui publient dans des revues grand public, Science et Vie, Archéologia, par exemple. Donc on peut accéder à de la connaissance, disons, très actuelle. Et en même temps, pour nous, c'est une vitrine, c'est véritablement une vitrine pour montrer ce qui est en cours, les recherches actuelles. Alors, autour de la table, je vais présenter les invités, parce qu'il y a quelque chose qui nous réunit. Je les présente d'abord et je vous dis ensuite ce qui nous réunit. Donc nous avons... À ma droite, nous avons Susana Fernandez, qui est professeure de chimie des matériaux, qui nous parlera, on verra, de quelque chose de très particulier, le biomimétisme. Donc, on verra ensuite de quoi il s'agit. Toujours à ma droite, nous avons Cédric Mayen, qui est scénariste et qui est également de l'association d'encre sympathique, qui est à Billère, un groupe, une association de scénaristes, dessinateurs. On verra pourquoi, justement, ils sont côte à côte. On verra ce qui les unit, justement. À ma gauche, nous avons Brice Bouissière, qui est également professeur de chimie et également vice-président SAPS, Sciences avec et pour la société. On regardera également ensemble ce que ça signifie. Et je finis par Laurent Gallon, qui est maître de conférence en sciences informatiques, plus particulièrement dans la robotique. Et on verra aussi pourquoi ces gens qui sont d'un univers assez différent sont réunis devant vous. Ils sont réunis devant vous, et je vais vous tout de même le dire tout de suite aussi, ils ont convergé. Ils ont convergé vers des missions que vous avez à l'écran, des missions que l'Université de Pau et des Pays de l'Adour s'est donnée, sous la forme, normalement c'est une pervenche, c'est une fleur, 5 pétales, et vous avez donc différentes thématiques qui sont mises en avant par l'université, qui concernent les territoires, l'énergie, l'environnement. Vous avez également les écosystèmes et finalement les frontières. Ce sont des thèmes sur lesquels l'Université de Pau axe véritablement ses programmes de recherche. Et autour de la table, vous avez justement des gens qui ont participé
alors dans différents thèmes, différents axes, à créer quelque chose ensemble qui s'appelle Ébullition. C'est-à-dire c'est une revue illustrée, c'est ça qui nous intéresse, un cahier, comme on dit, illustré de la recherche, c'est-à-dire que c'est un moyen de diffuser ce que je vous disais tout à l'heure, hein, c'est-à-dire cette transmission des savoirs pour un large public. Alors, sans plus attendre, on va commencer par déjà mettre véritablement, porter un regard sur ce que l'on appelle SAPS. SAPS, véritablement, hein, cette science avec et pour la société. Qu'est-ce que c'est? Et je me tourne vers Brice Bouissière pour qu'il nous explique en quelques mots les objectifs, les tenants et les aboutissants de cette nouvelle, on va dire, ouverture universitaire. Oui, merci Laurent, bonjour. Alors SAPS, c'est un appel à projet du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche qu'il y a eu il y a 2 ans, auquel l'UPPA, l'Université de Pau et des Pays de l'Adour, a répondu. Et on a été labellisé maintenant il y a 1 an et demi. Donc SAPS, ça veut dire science avec et pour la société. Et l'objectif de ce label, c'est de diffuser la recherche réalisée à l'université vers le grand public. Et donc nous, on a répondu à ce label autour de plusieurs axes que vous voyez sur l'écran, je ne vais pas tout citer. Mais l'objectif, c'est de mettre en place des actions pour diffuser la connaissance qui est acquise à l'université. Et donc, il y a plusieurs types d'actions qui sont réalisées. Donc, les premières qu'on a mis en place assez rapidement dès l'année dernière, c'est vers les écoles, donc les écoles primaires, les lycées et les collèges. Donc là, par exemple, c'est le campus des enfants. Donc, le campus des enfants, on a fait venir 700 élèves d'écoles primaires sur le campus en juin l'année dernière. Et cette semaine, jeudi, il y avait 200 élèves d'école primaire de la maternelle au CM2 qui sont venus faire ce qu'on appelle le jardin des sciences. Donc, ils faisaient des expériences directement sur le campus. Et ensuite, donc, on a mis en place d'autres projets. Donc, on participe aussi à la Nuit européenne des chercheurs. Je ne sais pas si vous y êtes allés, mais donc, il y a eu le 29 septembre une soirée qui était organisée au château de Pau et aussi au château Abadia sur la côte basque, où il y avait des liens poussés avec les chercheurs. Vous pouviez aller les rencontrer et discuter directement avec eux. On avait des escape games, on avait plein d'actions qui étaient mises en place. Et ensuite, on a décidé aussi, dans le cadre de ce projet, de favoriser le lien entre l'art et la recherche pour essayer de toucher encore plus de public, de le toucher plus facilement et de mieux réaliser cette transmission. Et donc, on a par exemple le spectacle Strat qui a fait une sortie de résidence qui était il y a 15 jours à l'UPPA et qui continue à travailler. Et le spectacle sera prêt dans 1 an et demi. Donc ça, c'est un spectacle grand public qui pourra être diffusé sur des recherches qui sont faites à l'Université de Pau et des Pays de l'Adour. On a l'exposition Un précipice immense qui est actuellement sur le campus et qui est aussi diffusée partout sur le territoire. Et à partir de l'année prochaine, on va mettre en place des résidences chercheurs-artistes où là, au château Abadia, on va régulièrement faire venir des chercheurs et des artistes pendant... On va les enfermer pour qu'ils travaillent pendant 2-3 jours sur plusieurs périodes pour réfléchir autour d'un sujet de recherche et réfléchir à comment mieux le diffuser. Voilà. Et donc, toutes ces actions que tu nous signales là, ce sont des actions qui se répartissent dans l'année. Donc là, on a vu qu'il y en avait quelques-unes qui étaient portées un petit peu avant l'été, après l'été, mais c'est quelque chose qui a un calendrier véritablement que l'on peut avoir tout au long de l'année. Oui, alors il y a des actions tout au long de l'année qui sont réalisées avec quelques actions phares. Et donc ça, sur le site de l'université, sur le site avec le programme SAPS, il y a tout le programme détaillé où vous pouvez intervenir. Et on va mettre en place de plus en plus aussi des cafés des sciences partout sur le territoire de l'Université de Pau et des Pays de l'Adour, où des chercheurs vont aller discuter avec le public sous forme de présentation et avec aussi comme médiation le magazine, disons, la revue Ébullition. Alors justement cette revue, hein, si on fait le lien, est-ce que c'est une des actions, c'est ça? Une des actions qui s'inscrit dans ce programme?
Oui, alors quand on a postulé à la labellisation, une des actions que l'on avait mis dans le projet, c'était de réaliser une revue avec pour but de faire une médiation plus poussée vers le grand public. Et on a réfléchi comment faire une médiation plus poussée vers le grand public. Et on s'est dit que le dessin était un objet de médiation qui permettait de toucher aussi des publics différents que les articles ou les vidéos. Et donc, on s'est penché vers la BD. Alors, c'est aussi parce que j'étais un peu fan de BD. Et ensuite, on a un écosystème autour de la BD qui est assez riche autour de Pau. Et donc, du coup, j'ai fait un peu le lien avec l'association L'Encre Sympathique. Et petit à petit, on a avancé vers la création de cette revue. Au début, on avait réfléchi à une revue locale ou même une revue de l'université, interne à l'université. Et petit à petit, on s'est tourné vers une revue qui serait nationale, voire internationale, pour offrir cette possibilité à l'ensemble des chercheurs qui souhaitent proposer des articles dans la revue. Alors, ce que je vois quand on regarde l'écran, on voit que c'est le numéro 0. Donc ça veut dire que ce numéro a une réalité? Ou est-ce que c'est un numéro, disons, prototype? Est-ce que c'est un numéro qui est pensé et finalisé complètement? Ou est-ce qu'on est là devant... est-ce que le public est cobaye par rapport à ce numéro-là? Ou est-ce que déjà il est abouti? Alors, le projet est abouti, c'est-à-dire que le livre est là. On a fait un livre de 74 pages, si je ne me trompe pas, dans lequel on a 7 articles différents et on a un dossier central aussi d'une dizaine de pages. Ici, on a vraiment quelque chose qui a été créé dans un laboratoire. C'est-à-dire que, pour rester dans le thème de la science, entre l'université et l'association des auteurs de BD palois que je représente, donc béarnais, l'Encre Sympathique, on avait cette envie de créer un magazine qui permette de diffuser de la science par le biais, j'aime pas trop le terme de vulgarisation, mais on va l'utiliser quand même, de la vulgarisation en bande dessinée. Donc il y avait cette envie de faire rencontrer un chercheur et des auteurs, ou des chercheurs et des auteurs, ou un labo et des auteurs, pour créer quelque chose ensemble, permettre autant aux chercheurs d'avoir une publication dans un magazine, parce qu'on sait que c'est aussi pour eux une façon de montrer qu'ils avancent dans leur recherche, et pour les auteurs de BD d'avoir une création, une publication par ce biais-là, et de créer une rencontre entre les deux. Là, on est, je pense, sur une première, en France en tout cas, et à l'international, je ne sais pas si ça a déjà été fait, mais d'avoir un magazine. Alors nous, on s'est basé, quand on a commencé à en parler avec Brice, quand Brice est venu nous proposer cette idée, et plein d'autres, parce que Brice est toujours plein de projets très intéressants, quand il est venu nous proposer de monter un magazine de dissémination scientifique en bande dessinée, ça a été tout de suite pour nous un moyen, en tout cas il nous a donné les moyens de le faire. Et ça, c'était très important, parce que pour les auteurs de BD, on va de projet en projet, et des fois c'est un petit peu compliqué. D'avoir la possibilité d'avoir un magazine qui rémunère les auteurs par le biais du label SAPS pour créer une publication, une première en France, et sûrement à l'international, c'était vraiment pour nous une super opportunité. Et juste, en fait, quand on a créé le magazine, on voulait qu'il soit ouvert à tout le monde. Donc on a le magazine, on a cette version-là qui est papier, mais ensuite il est en open access, c'est-à-dire qu'il est disponible gratuitement sur Internet. Alors pour le moment, il n'y a pas encore tous les articles sur le site de l'université, mais ils vont arriver petit à petit. On est en train de créer le site web où il y aura tous les articles, et donc tous les articles qu'il y a dans le magazine, vous pourrez aller les télécharger et les imprimer gratuitement. C'est ce qu'on appelle l'open access. Et donc, vous pourrez aussi les avoir gratuitement chez vous pour pouvoir les lire, ou en classe, un enseignant pourra les avoir. Et ensuite, c'est une revue qui a été créée sur le même principe qu'une revue scientifique. C'est-à-dire que les articles sont aussi expertisés par des pairs. C'est-à-dire qu'avant d'être publiés, il y a des
reviewers externes qui lisent l'article et qui valident l'article. Donc c'est un vrai magazine scientifique en dessin. Et il y a aussi un comité éditorial de l'autre côté, dont je fais partie. Donc je suis autant en tant que scénariste, je représente autant en tant que scénariste qu'en tant que membre du comité éditorial, qui fait la même chose, mais du côté des BD. C'est-à-dire qu'on fait le même travail de suivi, de relecture et de validation pour les planches de BD qui accompagnent les articles scientifiques. Et les dessins de presse, il ne faut pas oublier aussi que les articles sont accompagnés de dessins de presse. Il y a des articles de BD, donc il y a des planches de BD, et il y a aussi des textes avec des dessins, et il y a toutes les références scientifiques si on veut aller s'informer beaucoup plus sur la recherche qui est présentée sous forme de BD. Donc on essaye d'alimenter, on va dire, le lecteur pour pousser toujours plus loin sa connaissance. Alors, je vais vous arrêter parce que sinon je ne vais pas arriver à vous poser des questions puisque je vois que le jeu de ping-pong fonctionne très bien. Moi, je vous arrête 2 minutes parce que c'est la question qu'on peut se poser, que le public peut se poser, c'est comment fait-on ? C'est-à-dire, alors on voit en effet qu'on a un article avec un titre, on a du texte, on a des dessins, on a de la bibliographie finale si on veut aller plus loin. On a même un code, je vois un code podcast. Vous pouvez en effet aller plus loin si vous souhaitez en savoir davantage. Mais très concrètement, c'est-à-dire comment on met un chercheur d'un côté, un scénariste et un dessinateur de l'autre, comment vous travaillez concrètement ? Là, je peux en parler parce que moi, j'ai collaboré avec Laurent sur un des articles qui est dans le magazine sur les robots qui permettent aux enfants malades qui sont à l'hôpital de pouvoir continuer à avoir une présence en classe. Et donc, il y a un jeu de ping-pong. Déjà, nous, on s'est basé sur, comme tu l'as dit, le podcast. Donc, j'ai écouté le podcast, moi, en tant que scénariste. J'ai essayé d'en tirer ce que j'avais compris. Et ensuite, j'ai écrit une ébauche de scénario que j'ai envoyé à Laurent pour validation. Donc là, on peut voir un petit peu les différentes étapes de la création d'une planche de bande dessinée. Donc, on va commencer par le scénario. Bon, là, pour le coup, c'est pas exactement le scénario de cette page-là parce que je l'avais pas, c'est celle d'une autre page qui est dans l'album. Mais on va commencer par vraiment le scénario. Donc, on est sur didascalie et dialogue. C'est la base du théâtre et de l'écriture scénaristique. Donc, qu'est-ce qu'on voit à l'image et qu'est-ce que les personnages se disent. Ensuite, on va partir avec le dessinateur. Donc ça, je le fais valider par le chercheur. On en discute ensemble. Et ensuite, ça part aussi au reviewing par d'autres chercheurs qui vont voir, pointer des choses en disant ça, c'est pas totalement exact, ça, peut-être que tu peux le réécrire différemment, là, tu pourrais mettre une note par rapport à une recherche qui a été faite, etc. Et ensuite, on va passer au travail de narration pure. Donc là, on va être sur le storyboard, qui est un travail qui se fait entre le scénariste et le dessinateur. Donc on est vraiment sur un chemin de fer. De qu'est-ce qu'on va voir à l'image, quels sont les éléments qu'on va voir, où est-ce qu'on va placer les bulles, parce qu'on n'est pas dans du cinéma, où on est dans un art dans lequel ce qui est dit est écrit. Donc ça prend de la place dans une case, ça prend de la place dans une page, donc il faut savoir où le placer par rapport à la bouche du personnage qui parle, par rapport à l'ordre des personnages qui parlent. Donc ça, c'est un travail qu'on va faire sur, vous voyez la deuxième petite page là, vraiment au crayon lâché pour commencer à placer les éléments, se dire ça va ou pas. Et ensuite, on va passer aux autres étapes. Ça aussi, le storyboard, on le fait valider par le chercheur. Oui, parce que juste une petite anecdote. Là, je viens de faire une BD sur un spectromètre de masse. Alors, c'est quelque chose de très compliqué. et donc, pour expliquer, on a les personnes qui rentrent dans le spectromètre et qui suivent les molécules pour pouvoir expliquer leur parcours, pour pouvoir arriver au résultat. Et le scénariste a mis les ions qui faisaient une course, parce qu'en fait, pour savoir ce qu'est notre molécule qu'on analyse, on l'a fait tourner très très vite dans le spectromètre de masse, au centre de Neyman, comme si vous faisiez un IRM à l'hôpital. On y met nos molécules à l'intérieur, et elle tourne très très vite, et elle tourne. Et là, le scénariste, on lui avait dit, elles vont vite, on mesure le temps, et ça permet de savoir quelle est la molécule.
Et donc, lui, pour scénariser ça, il a fait une course entre la molécule et Usain Bolt. Et donc, la molécule, elle arrive alors qu'Usain Bolt n'est pas parti, tellement qu'elle va vite. Et alors, c'était très bien, c'était rigolo. Le seul problème, c'est que Usain Bolt, il court en ligne droite. Et donc, il y avait une petite différence entre la réalité de l'instrument et donc là, il y a toute une discussion qui est rentrée en jeu entre l'artiste et le scientifique pour arriver à faire courber la course du Usain Bolt. Mais voilà, typiquement, c'est là où le ping-pong avec le chercheur entre en ligne de compte, parce qu'on ne peut pas, même si on va expliquer ce que nous, on en a compris et qu'on veut le transmettre à un public, il ne faut pas non plus qu'on dénature la réalité de la recherche qui a été faite. Notamment là, sur les 2 planches qu'on a fait avec Laurent, ce qui était très important, et on en a discuté, c'était qu'il y ait 2 axes, qu'il y ait un axe qui soit sur ce que vit l'enfant quand il est à l'hôpital et qu'on lui amène un robot en lui expliquant à quoi ça va servir, et ensuite ce que vivent les autres élèves dans la classe quand arrive un robot dans leur classe et qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire comme interaction avec. Donc c'était important de vraiment séparer, mais je vais peut-être laisser Laurent du coup. Oui, juste pour ajouter un mot, ouais, c'est vrai qu'on a eu aussi ces discussions et il y a donc des efforts à faire des 2 côtés pour qu'on puisse expliquer les choses clairement et que ça puisse réussir à bien exprimer le fond du problème. Effectivement, on est d'accord, hein, j'ai lâché certaines choses et tu as lâché certaines choses. Et c'est comme ça qu'on arrive à un bon résultat. C'est ce qu'on voulait. C'est une rencontre entre un chercheur et un auteur. Mais j'ai quand même souvenir, pour une deuxième anecdote, qu'il y a des choses où on ne lâche pas. J'ai souvenir qu'il y avait un dessin, donc quelqu'un a proposé un dessin dans les dessinateurs, où la blouse du chercheur était ouverte. C'est ça, Susanna, c'est ça. C'était la planche de BD que tu as eue, à un moment donné, ta blouse était ouverte. Et ça donc voilà, je suis chimiste et un chimiste qu'on est dans le laboratoire, toujours une blouse blanche mais fermée, avec des lunettes de sécurité. Et donc le dessinateur, pour faire joli, je pense, il avait la blouse verte et on voyait le vêtement. Et qu'on a vu ça, non, mais c'est quoi l'impression que vous allez avoir de chimiste en laboratoire? On ne travaille pas comme ça, non, c'est de sérieux. Donc c'était rigolo aussi avoir cet échange. C'est une question de sécurité, c'est ça? Sécurité, oui, c'est ça. Sécurité. Et c'est là où justement la façon dont la discussion se met en place était importante, c'est que quand cette information est remontée, c'est au moment où le dessinateur était déjà à l'étape de la couleur. C'est-à-dire qu'il avait fait tout le travail préliminaire, il avait fait le crayonné, donc au crayon de papier, et ensuite il avait fait l'ancrage, où il avait utilisé de l'encre. À partir du moment où on a fait l'ancrage, c'est très difficile de revenir sur les dessins. On ne peut pas gommer et refaire, il faut refaire tout le dessin, et quand on a déjà toute la somme de travail qui s'est accumulée, du coup ça peut créer une friction avec le dessinateur qui dit non mais je ne vais pas refaire alors que j'ai déjà tout fini, je suis à la fin. Et c'est là où justement est rentré, on a appris, c'est vraiment un laboratoire, on a appris à travailler ensemble et on s'est dit à partir de maintenant il faut qu'on fixe des étapes et qu'on explique aussi aux chercheurs qu'est-ce que c'est qu'un storyboard, comment ça fonctionne et pourquoi c'est à ce moment-là, au moment du storyboard et du crayonné, au moment où on peut encore gommer, où on peut encore refaire, pourquoi c'est à ce moment-là que ce genre d'information doit remonter au dessinateur et pas sur les étapes suivantes. Sinon, voilà, ça va faire refaire, perdre du temps et donc ça va embêter tout le monde, quoi. Donc on en a discuté à partir de ce moment-là. D'accord, très bien. Donc là, on voit bien qu'il y a une connivence, il y a presque osmose à un moment donné, puisqu'il faut parler le même langage aussi entre le chercheur et le dessinateur qui va mettre en planche, qui va mettre en récit une narration dessinée. J'ai entendu tout à l'heure que c'était à usage. Alors au départ, le numéro 0, si on peut c'est une tentative locale, on va dire, avec des projets, des programmes de recherche qui sont autour de l'UPPA, on va dire. Mais j'ai entendu aussi l'adjectif national. Est-ce que c'est une ambition? Et comment ça pourrait se passer? C'est-à-dire, comment des gens qui sont localisés à Pau, qui sont localisés à Billère, pourraient prétendre à avoir éventuellement une dimension, une extension nationale? Et donc, c'est un journal qu'on a voulu donc, en open access, donc qui est gratuit. Et de publier dedans, c'est aussi gratuit. Donc, c'est ouvert à tout le monde. Par contre, ce qui coûte, c'est la réalisation de la BD, des dessins. Mais on peut très bien arriver avec une idée et les chercheurs, sur leur projet, peuvent financer
la BD, mais on peut aussi recevoir directement une BD qu'on va faire reviewer et qu'on va publier dans la revue. Donc elle est vraiment ouverte au national et à l'international. Pour le moment, c'est que la francophonie. Mais en France, alors en Europe, ça existe depuis très longtemps, c'est-à-dire que sur tous les projets européens, il y a une part du budget qui doit être liée à la dissémination scientifique. En France, l'Agence nationale de la recherche, maintenant, depuis cette année, tous les projets qui sont financés, il doit aussi y avoir une part liée à la dissémination. Et donc, on espère que les chercheurs vont être intéressés pour diffuser et disséminer leurs recherches via cette revue que l'on vient de créer. Et pour le coup aussi, avec Emmanuel, qui est notre rédac chef, et le reste de l'équipe de rédaction, on a vraiment cette envie de créer du lien local entre les chercheurs et les dessinateurs. Donc nous, avec le biais de notre association et de nos expériences cumulées, parce qu'on est 8 auteurs avec tous entre, on va dire, une quinzaine d'années d'expérience dans le milieu, on connaît du monde un peu partout. L'idée, c'est que si on a un chercheur lillois qui propose une recherche, on va aller chercher un auteur lillois ou de la région pour qu'une rencontre puisse se faire aussi localement, que l'auteur puisse aller dans le labo du chercheur, voir ce qu'il est en train de faire. Et aussi créer donc des liens à ce niveau-là, au niveau régional ou au niveau des universités et des villes. Il y a des dessinateurs de BD partout. Et il y a également des chercheurs partout. Et il y a des chercheurs partout, des universités partout. En effet, les rencontres pourront se faire à échelle au moins nationale. Alors, je vois sur les quelques dessins qui ont été proposés, qui nous sont proposés sur l'écran, il y a bien sûr que c'est très sérieux. Ce sont de vraies recherches financées, des recherches qui ont été sélectionnées d'une certaine manière par des agences nationales ou autres. Mais aussi, je vois de l'humour tout de même. Alors, on sait que la BD, ce n'est pas que, en effet, ça pourrait être, mais ce n'est pas que. Mais ce petit accent humoristique, c'est quelque chose qui a été... Comment il est introduit, c'est-à-dire pour justement ne pas casser le sérieux de la revue, mais qu'est-ce qu'il apporte véritablement, qu'est-ce qu'il permet ? Ce qu'apporte le dessin de presse en première page du Monde, ce qu'il apporte dans le Canard enchaîné, ce qu'il apporte... Le dessin, nous on a l'avantage à l'atelier d'avoir un couple de dessinateurs de presse, Plop et Cancre, et Vincent Lefebvre aussi, qui sont très bons là-dedans. Voilà, on peut voir on a vu les dessins de Plop et Cancre, là on voit un de ceux de Vincent. On trouvait que c'était intéressant d'illustrer aussi de cette façon-là. C'est-à-dire que le dessinateur de presse, il va aller chercher vraiment la petite chose un peu marrante qu'il va pouvoir relever. Là, on le voit sur le lien entre l'histoire et la recherche. Ça va être sur une gueule, une phrase, où ça va créer quelque chose qui va faire sourire et qui, du coup, va aussi agrémenter la lecture de l'article qui est plus sérieux. La part de la BD, elle est vraiment de vulgariser, dans le sens où la façon dont on l'a imaginé, c'est un magazine de science. Donc, des fois, c'est pas forcément très facile à lire, certaines recherches, et on s'est dit, si on arrive à amener le lecteur à lire les 2 pages de BD, à se dire « Ah, mais c'est super intéressant » et à s'intéresser à l'article dans ce sens-là, mais ça peut être aussi dans l'autre, on aura réussi à la mission qu'on s'est donnée avec le magazine. Je pense que si j'interrogeais au hasard dans la salle n'importe qui là, ils ont retenu, rien qu'en regardant la planche derrière, à quel moment le vignoble de Buzet a été implanté. À l'époque de Baudouin, 1307, vous l'avez. Donc, je pense qu'en effet, c'est la chose que vous pouvez tout à fait retenir. Et rien que par le dessin, en effet, c'est quelque chose qui permet côté perméable, en tout cas, ça rentre facilement. Très bien. Donc, je vais me tourner maintenant vers des choses plus précises, d'une certaine manière, puisque ça fait partie du thème, des raisons d'espérer. Et donc, on a sélectionné. Alors, Cédric, tu disais qu'on avait 7 recherches, 7 programmes qui ont été donc accompagnés et illustrés. On en a choisi 2 qui permettent justement d'espérer sur un monde qui se construit en construction.
et je me tourne vers Susanna en particulier, c'est la première recherche que on va voir. Alors, la recherche de Susanna, alors qui n'est pas illustrée, je préfère le dire tout de suite. J'espère que ce n'est pas la dernière que tu nous proposes pour demain, Susanna, la prochaine étape de l'homme, mais c'est le biomimétisme. Alors, est-ce que déjà on peut rentrer dans ta recherche? Est-ce qu'on peut avoir une petite idée de en quoi consiste cette recherche sur le biomimétisme? Oui, oui. Donc le biomimétisme, c'est un mot qui vient du grec et ça veut dire s'inspirer du vivant. Et en fait, c'est ça que j'ai fait avec des collègues de PPA. On observe le vivant, donc moi plus spécifiquement le vivant marin, pour après, donc comme j'étais présentée au début, je suis chimiste de matériaux. Et en fait, l'idée, c'est de développer des matériaux innovants qui sont inspirés du vivant, mais aussi en fait on a une autre approche, donc on observe le vivant, le monde marin surtout, pour s'inspirer d'une forme de matériaux, par exemple, de matériaux biologiques, d'une carapace de crevettes, de crabes, des écailles de poisson, de la peau de poisson. Donc on observe ces matériaux, parce que ce sont des matériaux aussi qui étaient développés par des organismes vivants, mais ce sont des matériaux. Donc on les observe pour après essayer de faire des matériaux innovants, ça veut dire pas, et aussi d'une manière pas avec la chimie conventionnelle. Donc quand on prend les ressources fossiles, mais surtout on essaie aussi de prendre plutôt les ressources naturelles, donc le bioressources marines, pour développer ce matériau-là. Donc à la fois on va soit observer le vivant, comment il a fait un matériau, comment c'est ce matériau, les propriétés de ces matériaux-là. Et de l'autre côté aussi, en fait, on va valoriser, par exemple, le déchet marin, les écailles de poisson. Dedans, il y a du collagène et de la hydroxyapatite. Si on regarde nos os, par exemple, c'est fait de collagène et de la hydroxyapatite. Donc, pourquoi pas prendre ce déchet-là, donc extraire ce matériau-là et refaire de biomatériaux pour la santé. Donc, nous, on essaye de développer des matériaux pour le cartilage, pour l'os. Donc, ça, c'est juste un exemple. Après, encore, on continue dans les anecdotes. Donc, moi, je travaille avec Vincent. Et dans le carapace de crabe et crevettes, il a une molécule qu'on appelle la kétine et le kétosan. Et donc, pour l'expliquer, à dire non, mais cette molécule, elle est très bien, on peut faire plein de matériaux. Et tu sais, elle est tellement bien pour un jour, elle se trouve dans le milieu naturel. Elle peut même se dissoudre dans l'acide acétique, c'est le vinaigre. Et donc, dans une planche, je ne sais pas, c'est là. Donc, en fait, il a fait un dessin très rigolo. Il a fait le dessin comme oh, c'est très bien, mais pas pour un package pour la salade. Donc avec la vinaigrette. Donc voilà, c'était aussi de transmettre ce type de connaissances. Et alors très concrètement, alors j'ai souvenir aussi que tu travailles sur des choses qui permettent aux ultraviolets d'une certaine manière, les UV en particulier. Oui. Mais à ce moment-là, pour qui travailles-tu d'une certaine manière? Enfin, pour quelle idée de développement? Avec qui véritablement tu peux prolonger, disons, la recherche vers un développement véritablement? Oui, en fait, l'histoire de molécules qui absorbent les UV, c'est une autre inspiration aussi. En fait, c'était une fois regardant des poissons, je me questionnais comment ce poisson il se protège des UV. Et en cherchant, voilà, un chercheur, il va chercher des choses. Donc on observe et après on va chercher dans la littérature. Je trouvais de petites molécules que, donc en fait, le poisson, c'est comme nous, il ne peut pas biosynthétiser ou fabriquer lui-même ces molécules-là. Mais il est très malin, en fait, il va manger des algues qui sont là exposées toute la journée au soleil, et elle biosynthétise ces molécules-là. Donc en fait, pour accumulation, donc ils mangent ces petites les algues, et donc le mécanisme, comment ces molécules-là qui absorbent les UV et se trouvent dans leur mucus et dans leurs yeux, on ne connaît pas encore. Mais bien sûr, quand j'ai regardé ça avec mes yeux de chimiste de matériaux, mais le mucus c'est quoi? C'est un gel, c'est un hydrogel. Et les yeux, ce sont des lentilles.
Donc j'ai imaginé tout de suite, pourquoi pas extraire ces molécules des algues. Et en plus, on a plein ici sur notre côte basque. Et après, utiliser ces molécules-là pour faire des matériaux que nous vont protéger à nous. Donc là, on a une collaboration avec le laboratoire de Biarritz. C'est un laboratoire de cosmétiques sur la côte. On a une thèse dans ce moment sur l'utilisation de ce molécule-là dans le produit cosmétique, mais aussi avec des collègues à Bordeaux, des CERM, des médecins, on regarde en fait vraiment les effets de protection de ce molécule-là. Là, on utilise des animaux, des rats, pour voir si vraiment ces molécules-là peuvent nous protéger ou pas. D'accord. Alors justement, pour revenir, alors ça c'est vraiment du domaine de la recherche, du domaine de développement également industriel éventuellement de la recherche. Si on revient cette fois-ci à la revue Ébullition, comment as-tu vécu toi personnellement la relation que tu as pu avoir avec le dessinateur, avec Vincent justement? Comment vous avez réussi à dialoguer, à vous comprendre, à ne pas faire d'erreur et à fermer les blouses, visiblement. Mais comment ça s'est passé? Quel a été ton ressenti un petit peu de cette expérience? Est-ce que c'était aussi la première expérience? Est-ce que c'était quelque chose qu'on fait habituellement, qu'on te demande habituellement? En fait, de parler au grand public, aussi à les écoles, parler aux enfants, on fait ça, on nous demande beaucoup. Après, j'avais fait le podcast, mais cette expérience de transposer dans une BD en quelques planches la recherche, non, c'était la première fois. Et donc, quand Vincent m'appelle, il dit, voilà, il faut qu'on discute pendant 30 minutes. Et oui, c'était carré. Après, je parle beaucoup, on a discuté plus longtemps. Mais c'était, en fait, je crois que le temps, c'était pour l'aider aussi à choisir les choses carrées, précises pour faire la BD. Mais c'était une première expérience, mais c'était bien, je ne sais pas. Peut-être parce que j'avais déjà eu cette expérience avec les enfants et avec le grand public dans d'autres conférences, ça avait aidé, sauf à la fin, la blouse. L'erreur fatale de sécurité. Alors, merci Susanna. Je me tourne vers Laurent Gallon. Alors oui, on peut voir Susanna. Alors, en effet, dans les dessins de presse, en effet, Susanna, tu as dû porter des couettes un jour, je pense, puisque justement, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Alors je me tourne vers Laurent Gallon pour le deuxième programme. Et là, c'est un programme où on intitule les robots sociaux. Alors, que signifie, on sait que le monde des robots, la robotique, il y a eu des thèmes sur l'intelligence artificielle aussi, ce sont des choses qui entrent de plus en plus dans notre quotidien. En tant que chercheur, là, et en tant que, je dirais, que quelqu'un qui transmet aussi la connaissance et qui a vocation aussi à diffuser la connaissance auprès de tous les publics. Là, c'est un public plus empêché, on va dire. Hein. Qu'est-ce qu'a été donc déjà la recherche en elle-même? En quoi consiste-t-elle? Alors, la recherche en elle-même, la robotique, les robots sociaux, ça existe depuis pas mal de temps. Ça fait une bonne vingtaine d'années que c'est expérimenté. Mais ce n'était pas trop utilisé finalement dans le cadre de l'élève empêché ou autre, toute personne empêchée, parce que finalement je pense que les gens n'y avaient pas pensé ou n'avaient pas vu les moyens de développer cet aspect-là. Aujourd'hui, avec le déploiement des réseaux que l'on connaît, la fibre, les accès haut débit, ça permet d'avoir ces systèmes de robotique qui sont des visioconférences sur roulette et qui peuvent être déplacés à distance par l'élève dans le lieu où se trouve le robot. Ça leur permet, comme on le voit sur le petit dessin, de pouvoir sortir de leur isolement, de leur île seule, avec le petit ballon qui représente les copains imaginaires. Et donc, grâce au robot qui est positionné, lui, dans la classe, de retrouver le lien social avec leurs camarades. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point de la recherche, c'est de voir comment on peut adapter l'apprentissage, les didactiques, et comment on peut faire en sorte que ces robots puissent être utilisés par les élèves et qu'on puisse faire passer des savoirs, des savoir-faire, enfin des compétences. Enfin, je vais pas prendre les éléments de l'APC qu'on connaît bien à l'université en ce moment. Mais comment on peut faire passer tous les savoirs, savoir-être, savoir-faire à travers finalement cette incarnation qui est une incarnation bizarre, qu'on ne connaît pas trop, qu'on n'a pas l'habitude de maîtriser, puisqu'on a un avatar qui est un robot. Et c'est à cet avatar-là que l'on apprend des choses.
Et comment on fait en sorte pour que tous ces stimuli, tous ces savoirs arrivent à être transférés réellement vers l'élève et qu'il puisse les recevoir. Et alors là, on est vraiment dans le domaine de la recherche informatique, robotique. J'imagine qu'il y a quand même tout un pan psychologique peut-être, oui, d'accompagnement, enfin qui est important aussi, puisqu'on est avec des êtres humains, et donc il y a une prise en compte, j'imagine. Donc vous travaillez en lien avec... Oui, tout à fait. On travaille avec d'autres laboratoires qui ne sont pas d'université, d'autres laboratoires français, sur Bordeaux, sur Lyon et sur Paris, avec qui on échange. On a un projet là actuellement sur lequel on observe le déploiement de 4000 de ces robots dans les écoles, dans les lycées et collèges français. Et donc on doit faire un retour sur nos conclusions sur ces aspects apprentissage au ministère dans les quelques jours qui viennent. Je vais passer des bons week-ends à écrire le rapport. Voilà. Donc, voilà. Alors il y a l'aspect élève, mais il y a aussi l'aspect enseignant aussi, auquel on oublie. Parce qu'un enseignant il peut être empêché, soit pour raison médicale, hein, c'est mon cas, je pense que certains d'entre vous ont dû remarquer que je tremblais beaucoup, c'est dû à un syndrome parkinsonien. Et donc, je ne pourrais pas tenir ma place normalement devant les élèves jusqu'à la fin de ma vie. Donc, il faut que ma vie d'enseignant. Donc, il faut qu'on essaie de trouver des solutions là-dessus. Mais c'est aussi quand les chercheurs sont à l'étranger, sont en déplacement pour une conférence. C'est quand, alors, pour les élèves, c'est sportifs de haut niveau, des choses comme ça, l'empêchement n'est pas forcément médical. Il peut être vraiment très, très, très partagé. Très très différents, très très variés. Et donc voilà, on essaie de mettre en place tous les éléments pour que ce robot-là puisse permettre de continuer à être présent dans le lieu où se situe l'apprentissage, alors même qu'on en est à distance. Et si je reviens un petit peu, puisqu'on a sur le plateau quand même des gens qui sont de l'université de Pau et des Pays de l'Adour, est-ce que le déploiement dont tu parles est effectif ? Alors il est effectif parce qu'on a commencé par déployer d'abord. Alors on a commencé un peu. Moi je suis sur le site Mont-de-Marsan de l'université de Pau. Enfin, le site Mont-de-Marsan dépend de l'université de Pau. On a commencé à tester des robots depuis 2015 dans les Landes. Et puis il y a quelques années, il n'y a pas très longtemps, on a déployé une dizaine de robots au sein même de notre université pour nos étudiants, pour qu'ils puissent bénéficier de cette solution. Et il est utilisé régulièrement par-ci par-là. Et c'est ces expérimentations-là qui ont poussé le ministère de l'Éducation nationale, avec d'autres sur le territoire français, à déployer cela à plus grande échelle. D'accord. Donc, je pense que nous avons eu un exemple ou deux exemples véritablement de raison d'espérer, c'est-à-dire qu'un futur se construit et certainement avec... une inclusion, on va dire. On est vraiment aujourd'hui dans le discours inclusif et là, c'est vraiment une expérience qui prouve qu'en effet, on peut aller plus loin. Et de la même manière, avec le biomimétisme, on est aussi dans la recherche de demain. Tu avais bien précisé, Susanna, que ce n'est pas une recherche de chimie classique, mais biosourcée, j'ai entendu même bio-inspirée également. Donc c'est quelque chose qu'on essaie d'avoir une chimie propre, je ne sais pas si ça peut exister, mais en tout cas on s'appuie sur le réel d'une certaine manière. Donc on a eu ces deux exemples. Je vous remercie à tous les quatre déjà d'avoir participé, bien voulu donner votre expérience. Ce que je vais rappeler sur la fin, c'est que cette revue existe bien, même si je taquinais un peu sur le numéro 0 au départ. Elle est bien réelle, elle est bien ici aussi, sur le stand des presses universitaires de Pau et des Pays de l'Adour, donc que vous avez dans la salle la plus extrême, on va dire, par rapport à l'entrée. Donc on est là-bas et il y a également parmi nous les dessinateurs. Donc vous pouvez également non seulement acheter, mais aussi faire dédicacer. Donc n'hésitez pas, on peut customiser, on peut essayer de faire quelque chose de cousu humain. Profitez-en, nous sommes là. Et la revue sera présente déjà à l'université et on est en train véritablement de développer sa diffusion sur Pau et vous avez, si vous connaissez bien la librairie Bachibouzouk, il y a déjà cette revue disponible et je m'adresse cette fois-ci à la fois au grand public et aux chercheurs. Vous pouvez retrouver sur le site web de l'UPPA cette revue, alors pas encore complètement les planches elles-mêmes, elles vont pas tarder à arriver, mais si vous êtes chercheur et que vous êtes intéressé par aller plus loin, c'est-à-dire qu'on vous accompagne à la fois par quelqu'un qui vous aide à écrire du texte, quelqu'un qui vous accompagne dans l'illustration, n'hésitez pas, il y a un formulaire, vous pouvez tout à fait proposer donc, un sujet de recherche, des programmes que vous pouvez avoir, et on peut en effet travailler avec vous
directement. On vous remercie.